Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur ICJ News à l'occasion du 34e sommet de l'élevage ici à la Grande Halle d'Auvergne de Cournon. Les étudiants en journalisme de Vichy vous proposent une immersion totale durant les 4 jours du salon. Voici les titres de cette journée d'ouverture. Un grand absent dans les allées de cette année, les bovins. En cause la dermatose nodulaire, une maladie qui inquiète les éleveurs et bouleverse le salon. Alors comment la filière s'adapte-t-elle? Ce sera au cœur de notre journal. Nous ferons le point avec les éleveurs et un vétérinaire. Le sommet, c'est aussi la mise en valeur du territoire entre fromage, charcuterie et plats typiques. Notre équipe vous emmène savourer la gastronomie auvergnate, véritable vitrine du savoir-faire local. Et enfin, immersion dans les coulisses du salon, animation, simulateurs et activités insolites. Notre journaliste Alexandre Brissier est allé tester pour vous les expériences les plus originales du sommet. A-t-il survécu au rodéo? Réponse en fin de journal. Mais pour commencer, cette année, le sommet de l'élevage ouvre donc ses portes sans ses stars principales, les vaches. Depuis 2 semaines, une maladie, la dermatose nodulaire, touche les élevages de plusieurs régions. Les éleveurs ont donc opté pour la sécurité de leurs animaux en annulant leur venue directement au salon. Une décision qui laisse place à un grand vide dans les travées du sommet, comme l'expliquent Margot Ferrer et Marine Gadou. Toute une partie de ce hall est complètement déserte. Elle aurait dû accueillir près de 1150 bovins. Cette année, les vaches restent les grandes absentes de ce sommet. Pour cause, la dermatose nodulaire, une maladie qui se transmet par les mouches. Cela faisait 10 ans qu'un tel événement ne s'était pas produit. C'est une grande déception de ne pas mettre nos animaux cette année. Malheureusement, c'est avant tout une décision qui a été prise pour le sanitaire. C'est les éleveurs eux-mêmes qui ont dit nous, c'est impensable de mettre nos animaux alors qu'il y a un cas de dermatose qui a été déclaré dans le Rhône il y a à peu près 2 bonnes semaines. Hier soir, on était au bord de la petite larme. On est tous déçus, on se dit tous qu'il n'y aura personne cette année. Bon, heureusement, on voit quand même du monde qui passe, du monde qui nous pose des questions, qui se renseigne de savoir pourquoi nos animaux ne sont pas là. Maintenant, voir le sommet, vraiment notre chapiteau complet sans animaux, ça nous fait un pincement au cœur. Et le chapiteau bovin sans bovins, on se dit que c'est pas le sommet de l'élevage. L'Auvergne est pour l'instant épargnée de cette épidémie. Les visiteurs sont nombreux, mais restent néanmoins déçus. Je voulais faire découvrir Soto à ma copine qui connaissait pas trop ce milieu, puis moi qui adore vraiment les animaux, donc c'est vrai que c'est un peu décevant qu'il n'y ait pas de vache cette année. Je suis très déçue parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont parlé de ce sommet de l'élevage, surtout pour les vaches. Donc j'avais surtout hâte de voir les vaches, puisque c'est surtout les animaux qui m'intéressent, pas du tout les machines. Et il n'y en a pas du tout. Moi j'aurais bien aimé voir les vaches justement pour voir les qualités de reproducteurs, des choses comme ça, rencontrer des éleveurs pour partager, échanger et apprendre. On reviendra l'année prochaine, je crois. Mais pour l'organisation, le salon, ce n'est pas qu'une exposition animale. Les présentations animales sont l'âme un peu de notre salon. Évidemment, c'est décevant pour nous, mais quand on voit tous les exposants qui sont autour, ça représente quand même 99 000 m² de stands. Quand on voit les visiteurs qui sont actuellement dans les allées, on se dit que malgré tout notre salon, même si on aurait préféré que les animaux soient là, notre salon est quand même malgré tout une réussite cette année, quoi. Les vaches ne sont pas sur place, mais les allées du sommet nous rappellent quand même qu'elles sont l'icône de l'événement. Les vaches absentes pour éviter toute maladie car les risques sont grands pour les animaux et leurs propriétaires. Nous sommes sur le stand de l'organisme de sélection de Hereford et je suis avec Anne-Cécile Courtois. Anne-Cécile Courtois, bonjour. Bonjour Maxence. Vous êtes trésorière de l'organisme, éleveuse depuis 2019. Vous êtes aussi bénévole donc pour l'organisme qui revendique produire un élevage 100% à l'herbe. On sait que dès qu'une vache est malade, dès qu'il y a un cas, on détruit tout le cheptel. Ça peut amener à abattre tout le troupeau. Est-ce que c'est un crève-cœur pour n'importe quel éleveur, j'imagine? Bien plus qu'un crève-cœur, c'est un drame. C'est un drame que vivent ces éleveurs qui voient en très peu de temps anéantir le travail de toute une vie, voire de plusieurs, puisque souvent il y a plusieurs générations qui ont travaillé avant eux. Ces animaux qu'ils ont fait naître, qu'ils ont élevés et qui doivent être abattus, c'est ni plus ni moins un drame. C'est quoi le sentiment qui prédomine dans ces cas-là? Est-ce que c'est la tristesse, la colère ou bien on pense directement à la suite, comment évoluer? C'est très difficile d'y répondre parce que je pense que c'est un mélange de tout ça. Ne l'ayant pas vécu, je ne peux pas parler pour ceux qui l'ont vécu, mais je pense que c'est un sentiment de sidération, d'immense tristesse, d'incompréhension, de se dire comment c'est possible. Je ne sais pas de quelle manière on peut envisager la suite après un tel drame. Beaucoup de travail, je pense, pour se reconstruire après ça. Beaucoup de courage surtout. Vous disiez que vous êtes éleveuse depuis 2019, ça ne vous est pas encore arrivé. C'est pour ça que vous êtes venue sans vos vaches aujourd'hui. Est-ce que c'était aussi une crainte, une peur? Tout à fait. La crainte que nos animaux soient contaminés par cette maladie.
la crainte de ramener cette maladie chez nous parce qu'après tous les éleveurs vont rentrer chez eux. Donc la crainte de disséminer tout ça, effectivement, c'est le principe de précaution qui doit être adopté, tout à fait. Merci Anne-Cécile Courtois d'avoir répondu à nos questions. Nous l'avons vu, l'actualité du salon, donc c'est l'absence des bovins, mais plus largement, aucun animal n'est épargné par ces épidémies. On retrouve tout de suite Angèle Nivol qui est aux côtés d'un vétérinaire pour nous éclairer. Marianne Arcangioli, merci d'être là avec nous ce soir. Merci, bonsoir. On va beaucoup parler des maladies, notamment de la dermatose nodulaire. Quelle est la définition de ces maladies ? Alors, dermatose nodulaire, en complet, c'est dermatose nodulaire contagieuse, bovine. Donc, c'est une maladie qui atteint les vaches, bien évidemment, qui est contagieuse, transmise par des insectes, notamment les mouches et les taons, qui piquent les animaux. Et est-ce qu'on peut qualifier ces maladies d'hypercontagieuses ? Alors, cette maladie-là est très contagieuse. C'est pas celle-là, je ne qualifierais pas la dermatose nodulaire de maladie hyper contagieuse, car elle se contamine par contact direct, mais pas de manière très rapide, et par le contact indirect, c'est-à-dire par les mouches piqueuses, elle va pouvoir irradier autour d'un animal malade, mais sur des rayons qui font 500 à maximum 1 km, ou alors vraiment avec du vent porteur, on peut aller jusqu'à 5-6 km, mais c'est pas vraiment des distances très importantes. Il y a d'autres maladies qui sont contagieuses beaucoup plus rapidement parce que la transmission d'un élevage à l'autre va être à des distances beaucoup plus importantes. Et donc, quand ça arrive, la contagion, qu'est-ce que vous préconisez ? Il faut quand même comprendre que c'est une suggestion au niveau européen. On suggère le dépeuplement du foyer, dans un rayon qui a été défini à 100 mètres autour du foyer. C'est-à-dire, en gros, si ça atteint les vaches laitières, ça peut être presque tout l'élevage. Mais si ça atteint un élevage de génisse dans un pré, à ce moment-là, ça peut contaminer, ça peut juste représenter 5 ou 6 bovins. Donc l'abattage n'est pas toujours nécessaire finalement. En fait, la maladie, elle provoque à peu près 30% d'animaux malades, 40%, entre 30 et 40% d'animaux malades à très malades. Et dans ces animaux malades, certains ne vont plus du tout être capables de produire du lait ou de grossir pour produire de la viande. Et certains vont même produire un lait de très mauvaise qualité. Et donc, pour maîtriser la maladie au niveau d'une région ou au niveau d'un pays comme la France, actuellement, la préconisation la plus efficace, c'est d'abattre la totalité du troupeau atteint, c'est-à-dire exclusivement les animaux qui sont dans le foyer à 100 mètres autour des animaux malades, et de vacciner autour de ce premier foyer. Les animaux n'ont plus le droit d'être véhiculés à l'intérieur, dans une région, dans un périmètre de 50 km autour du premier foyer, et ces animaux-là doivent être vaccinés de façon à bloquer en fait la diffusion de la maladie sur ce rayon dans lequel normalement les insectes transmetteurs ne vont pas. Donc pour ces salons, quel est l'avenir ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Là, avec le foyer qui atteignait le Rhône et la Loire, ça devenait beaucoup plus risqué, notamment puisque, je le rappelle, c'est le déplacement des animaux qui est à risque, non pas parce qu'on transmet forcément, les animaux sont forcément transmetteurs de la maladie, mais parce que ce sont les mouches piqueuses qui peuvent être transportées avec les animaux. Les mouches piqueuses, peuvent être transportées beaucoup plus loin avec des animaux sains, mais elles vont les rendre malades. Et donc du coup, le risque, c'était d'amener sur le salon, et donc très au dehors de la zone déjà contaminée, des animaux qui étaient porteurs sains et qui, par les mouches qui les accompagneraient, transmettraient à d'autres animaux qui partiraient dans le Cantal, voire en Maine-Anjou ou dans des régions plus éloignées. Merci beaucoup pour votre expertise. Malgré l'absence des bovins pour cette 34e édition du sommet de l'élevage, les moutons et les chèvres, eux, sont bien là. Les risques de maladie, on vient de l'entendre, ne sont malgré tout pas à écarter. Mais alors comment les éleveurs font face à ces menaces ? Reportage d'Hugo Desmoulières. La fièvre catarrhale ovine, aussi dite FCO, est une maladie qui se propage de plus en plus au sein des cheptels en France. Les ruminants sont les premiers touchés, notamment les bovins, les moutons et les chèvres.
C'est beaucoup moins violent sur les chèvres que sur les vaches, mais il n'empêche que quand on le prend au même moment, comme nous on l'a pris au moment du pic de production, ça nous a quand même énormément impacté sur la production de lait. En gros, l'année dernière, il nous manque sur notre exploitation pratiquement 20 000 € de lait sur l'année qu'on estime lié directement à la FCO. La maladie est transmise par les moucherons et leur prolifération est de plus en plus importante l'été en raison du dérèglement climatique. Je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, donc il faut être hyper réactif. Face à la maladie, deux solutions, vacciner les bêtes ou les mettre à l'écart. Du coup, cette année, on a travaillé sur la vaccination sur cheptel. Et quand arrivé le mois de juillet-août, sur le risque où on a vu des moucherons, des nuages de moucherons qui arrivaient sur les brebis, le pâturage était un peu plus sec. Donc on a re-rentré les brebis en bergerie, là où le moucheron ne pique plus. Et pour s'assurer vraiment qu'il y ait zéro problème sur le troupeau. Mais dans tous les cas, les précautions prises par les éleveurs ont des conséquences économiques. Et après, ça coûte aussi cher de les garder à l'intérieur, de les nourrir à l'intérieur. Mais quand on s'assure aucune mortalité et aucune stérilité des béliers et des brebis, ça reste aussi un choix économique, quoi. Il y a moins de chèvres et de moutons sur ce sommet de l'élevage que lors des éditions précédentes. Pratique ancestrale souvent méconnue du grand public, le pastoralisme fait son grand retour. Il sera mis à l'honneur partout dans le monde en 2026. Élevage extensif, transhumance, lien fort avec le territoire, cette méthode de conduite des troupeaux, respectueuse des équilibres naturels, suscite un regain d'intérêt. Découvrez-le dans un reportage signé Juliette Balzer et Camille Le Guen. Cette année, le pastoralisme est mis à l'honneur au sommet de l'élevage. L'objectif ? Faire reconnaître cette pratique ancestrale comme solution durable. Élodie Mardinet est responsable du plan pastoral territorial des volcans d'Auvergne. Le pastoralisme, c'est le fait que les animaux pâturent, donc mangent directement des végétations, donc de l'herbe, des arbustes, des arbres, directement à l'extérieur. Donc ça fait une définition très large, ça peut être soit à proximité immédiate des bâtiments, soit ce qu'on appelle les estives, c'est les secteurs sur lesquels les animaux vont pendant l'été de manière à pâturer, à profiter de cette herbe, à la valoriser. Présenté comme une pratique d'avenir dont les bénéfices dépassent le cadre agricole, le pastoralisme n'échappe pas au changement climatique. C'est aussi des pratiques qui doivent s'adapter parce que malheureusement elles sont aussi impactées par le changement climatique. Il y a beaucoup d'estifs qui doivent réduire leur chargement d'animaux. Ça devient compliqué même dans des endroits comme le Massif central qui est souvent considéré comme le château d'eau de la France. En Auvergne-Rhône-Alpes, la surface pastorale recensée est de 192 000 hectares, ce qui représente 36% de la surface agricole utile de ce territoire. Ça montre que le pastoralisme a vraiment un poids important en Auvergne. Cet éleveur auvergnat fait partie de ceux qui ont choisi ce modèle. Il faudrait que ce soit une pratique d'avenir. Il faudrait que nos régions, nos départements, nos mairies se sensibilisent à cela. Ça ferait beaucoup d'économies déjà et beaucoup moins de dégâts sur tout ce qui est feu de forêt. Et quand on dit feu de forêt, risque pour les humains et moins de destruction de matériel à incendie. L'année 2026 a été désignée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture comme l'année spécifique au pastoralisme. Mais le sommet de l'élevage, c'est aussi des découvertes, ambiance festive et produits locaux. Partez à la découverte de toute la richesse de la gastronomie auvergnate. Entre dégustation et sourire gourmand, Tiliane Oriol et Lucas Lemercier vous amènent saliver au pied du Puy de Dôme à l'heure du déjeuner. Jambon d'Auvergne, truffade, fromage. Des tonnes de produits locaux sont particulièrement mises en valeur aux alentours de la Grande Halle d'Auvergne durant toute la semaine du sommet de l'élevage. Clients comme exposants y trouvent leur compte autour d'un savoir-faire local. Ça nous permet de partager un bon repas avec mes collègues, avec des produits locaux. En collaboration avec les acteurs régionaux. C'est que vraiment l'important, c'est de faire travailler les gens autour de nous pour vraiment avoir les produits les meilleurs et les gens qui nous fassent travailler. La grande distribution est très bien parce qu'il en faut pour tout le monde, mais nous on travaille qu'avec des producteurs vraiment très très locaux. Pour cette équipe venue du Cantal, l'événement permet également d'engranger une somme d'argent importante. Nous sommes sur le sommet de l'élevage depuis 23 ans, donc toujours sur le même stand. Nous avons fidélisé une clientèle, ça fait donc un gros chiffre d'affaires sur 4 journées de présence. Derrière l'assiette, les professionnels de cuisine s'activent en coulisses. Préparation des produits locaux,
mise en place des stands et derniers réglages pour offrir le meilleur du terroir. On a 10 jours à peu près de préparation dans notre labo dans le Cantal et après donc la présence 4 jours. On passe à peu près 1 tonne de pommes de terre pour faire la truffade, 7 à 800 kilos de pommes de terre pour faire les frites maison et donc l'équivalent de 2 génisses qui pesaient à peu près 400 kilos de carcasse chacune. En bouche, les nombreux visiteurs, souvent venus de loin, semblent comblés. L'avantage c'est que là ils avaient fait des super plateaux repas où ça nous permet de découvrir à la fois des charcuteries, du fromage, une tarte aux pommes, donc ça va vraiment découvrir les terroirs et c'est vraiment super et c'est abordable parce que nous on est étudiants aussi donc ça a été un choix aussi qui a pesé et donc là on se régale. Des papilles gustatives en éveil et de la bonne humeur qui s'apprécient tout autant que les produits locaux. Eh bien moi ça m'a donné faim en tout cas. Après de la nourriture, passons maintenant à de l'exercice avec des activités beaucoup plus ludiques. Vous rêvez de conduire un tracteur ou bien de monter à taureau? Eh bien notre journaliste Alexandre Brissier a tout testé. C'est notre rubrique Le GOAT du jour. Premier jour du salon de l'élevage. Je ne sais pas vous, mais je serais tenté qu'on aille voir ensemble les stands un petit peu insolites. Et en parlant justement de stands insolites, j'ai cru comprendre que du côté du Hall 3, il y avait des jeux. Donc je vous propose qu'on aille y jeter un coup d'œil. Alors je suis dans la partie du sommet consacrée aux bovins. Et ce que je trouve plutôt amusant, c'est qu'il y a un stand qui est consacré à une compétition du jeu Farming Simulator. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce stand, Marlon? Alors on est sur le stand de la Coupe de France Farming Simulator de l'enseignement agricole by FNSEA. Et les joueurs vont venir participer, les élèves principalement, pour tenter de se qualifier justement pour cette Coupe de France. Dans le même registre que le stand de Farming Simulator, il y a juste à côté, vous allez le voir par vous-même, un rodéo que je vais aller tester pour vous. Je vous retrouve juste après. Bon, j'ai pas tenu plus de 20 secondes, c'est très court. Bon, comme vous l'aurez constaté, le rodéo c'est pas fait pour moi, mais peut-être que ce tracteur lui est fait pour moi. Et non, en réalité ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit d'un prix. Il s'agit d'un prix qui peut être gagné à l'issue d'un concours. Donc en fait, il suffit de scanner ce QR code pour pouvoir participer au concours et donc gagner le tracteur. Et il se pourrait que le tracteur ait des prétendants. Donc vous espérez pouvoir gagner ce magnifique tracteur. Ça serait magnifique. Ben, je l'espère pour vous. Merci. Et c'est ainsi que s'achève le journal de la rédaction d'ICJ News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci également à Anne-Cécile Courtois de l'organisme de sélection de Hereford de nous avoir accueillis pour réaliser cette émission. Demain, vous retrouverez Marine Gadou à la présentation. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.